Nouveau forum des lecteurs, bienvenue à toutes et à tous. Nouveau forum des lecteurs, France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision. Bienvenue à tous les spectateurs qui nous rejoignent ici sur ce forum des lecteurs. Vous le savez, la Foire du Livre souhaite la bienvenue à toute l'équipe de Charlie Hebdo qui fête cette année ses 20 ans. Ce forum donc est animé par Hubert Artus. L'occasion pour moi aussi de vous montrer cette très très belle affiche réalisée par toute l'équipe des dessinateurs de Charlie Hebdo et qui sert donc d'affiche officielle de cette Foire du Livre. Donc un forum animé par Hubert Artus. Bonjour à toutes et toutes, bonjour à l'équipe de Charlie Hebdo, merci. Alors donc en plus c'est un anniversaire, c'est les 20 ans de Charlie Hebdo. Alors ce débat est un peu un entraînement pour une autre rencontre sur le même thème, sur les 20 ans de Charlie Hebdo, qui aura lieu demain à 18h à l'espace Gazo. Donc je vous apporte l'information et je vous invite d'ores et déjà à venir. Demain à 18h, il y aura toute l'équipe de Charlie Hebdo, laquelle est représentée aujourd'hui par 3 personnes. Luz qui s'est assis à ma droite, qui est arrivé à Charlie Hebdo au moment où Charlie Hebdo a réouvert, j'allais dire, en 1992. C'est le Charlie Hebdo post-Grosse Bertha, on va dire. Année en laquelle arriva aussi Charb. Depuis, vous êtes devenu le directeur de la publication du magazine, du journal, de l'hebdomadaire, suite à Philippe Val. Et Rhys, vous êtes, à ma connaissance également, arrivé en même temps que vos deux compères du jour. 3 illustrateurs, 3 dessinateurs, 3 journalistes aussi, 3 enquêteurs. On parlera du livre qui est sorti au mois d'octobre aux éditions Les Échappés. Alors je crois que ça appartient à Charlie Hebdo, les éditions Les Échappés. Ce sont les dessinateurs de Charlie Hebdo qui s'en occupent. Et qui retrace donc justement, année par année, entre 1992 et 2011, 20 ans de Charlie Hebdo, avec justement tous les contextes politiques, les présidents, les premiers ministres, les guerres, les invasions, les prises de position de Charlie Hebdo. On pense au Kosovo en 1999, on pense évidemment aux caricatures de Mahomet. Première question pour vous 3. Depuis 1992, qu'est-ce qui selon vous a le plus changé à Charlie Hebdo ? Pas grand-chose à Charlie Hebdo, surtout les gens qui lisent Charlie Hebdo, ou les gens qui ont une conscience de Charlie Hebdo. En tout cas, ce qui a changé, je pense que c'est l'image que les médias ont de Charlie Hebdo, et peut-être par dérivatif l'image que la majorité des gens ont de Charlie Hebdo. En tout cas, les gens qui suivent Charlie Hebdo ont l'impression, à mon avis, d'avoir une suite logique, progressive et assez juste de Charlie. Selon vous, Charles ? Oui, Charlie Hebdo n'a pas tellement changé dans son principe et dans son contenu. Ce qui a changé, c'est effectivement le regard qu'on a sur nous. Les sujets qui pouvaient être tabous en 92 ne sont plus les sujets tabous en 2012. En 92, on pouvait allègrement rigoler de la religion sans que ça fasse la une des médias, même si on a eu des poursuites en justice essentiellement par l'extrême droite catholique. Mais aujourd'hui, dès qu'on fait une couverture qui traite de la religion, immédiatement le relais médiatique amplifie la couverture. Il y a des polémiques de partout pour finalement, ce qui nous semble nous pas grand chose. Alors je pense qu'effectivement les lecteurs de Charlie ne voient pas de grands changements sur la ligne éditoriale de 92 à aujourd'hui, mais les gens qui ne lisent pas Charlie Hebdo ont peut-être une autre idée de Charlie Hebdo. Et selon vous, Rhys ? Effectivement, ce qui a changé, c'est durant toutes ces années, on a eu beaucoup de procès qu'on a gagnés pour la plupart, et peut-être que le droit à la caricature s'est affermi devant les tribunaux, mais curieusement, dans la société, c'est peut-être plus difficile de faire de la caricature. Quand on fait justement des caricatures sur la religion aujourd'hui, c'est plus sensible qu'il y a 20 ans. Alors que paradoxalement, juridiquement, on est mieux protégé. Donc il y a une espèce de contradiction qui s'est mise en place durant ces 20 ans à ce niveau-là, quoi. Mieux protégé c'est-à-dire que, en gros, les tribunaux nous donnent raison quand on est poursuivi pour des caricatures. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est quasiment plus jamais poursuivi. On est plus poursuivi médiatiquement dans les médias que devant les tribunaux. Alors poursuivi aussi justement toujours par soit l'extrême droite catholique, soit justement les radicaux religieux quels qu'ils soient. On pense évidemment à l'affaire des caricatures et puis à l'attaque, à l'explosion de vos locaux et du site 2 ans après. Qu'est-ce que ça vous amène à penser, ça, le fait que toujours à chaque fois que vous décidez une prise de position, il y a une réaction super radicale? Ça amène, je pense qu'il y a une espèce d'inculture, en tout cas des gens qui nous attaquent, qui n'ont pas forcément conscience du passif dans lequel on s'inscrit, c'est-à-dire un passif
Peut-être finalement le problème que l'on a, c'est qu'on n'est pas lu par suffisamment de gens. En fait, s'il y avait suffisamment de gens qui avaient connaissance de notre travail, qui nous avaient lu au moins une fois, ils sauraient à qui ils avaient affaire, à qui ils ont affaire. C'est-à-dire un journal athée, de gauche, d'extrême gauche plurielle, qui lutte contre tous les obscurantismes. Et donc, si on avait finalement on nous reproche souvent de pas avoir été d'avoir fait un buzz sur les dernières caricatures, etc. Alors qu'en fait, on a fait notre travail de toutes les semaines. Toutes les semaines, on fait le même travail que depuis non seulement 20 ans, ce qu'il y a dans ce bouquin, mais aussi beaucoup plus loin, 50 ans depuis la naissance de Charlie Hebdo, ancienne formule avec aussi Choron, avec Cavana qui est toujours là, et avec l'ancienne équipe. Finalement, le travail n'a pas profondément changé. La chose aussi qui nous... Non, le micro marche pas, oui. Ah bon, si. Oui, on parle beaucoup des procès, des risques de procès, etc. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, des procès, de la part des catholiques, on n'en a pas. De la part des musulmans, on n'en a pas. Et la seule actuellement à nous poursuivre, c'est Marine Le Pen. Donc cette grande démocrate qui est pour la caricature, elle l'a souvent dit, elle est pour la liberté d'expression, etc. Le seul procès en cours qu'on ait aujourd'hui, c'est quand même avec Marine Le Pen. Alors ce qui est intéressant quand on lit ce livre et qu'on se rappelle ce qui se passait, comment vous le traitiez en 92, en 93, en 95, l'élection de Chirac, 98, etc. On revisite effectivement l'actualité de la France et du monde, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on voit les angles avec lesquels vous traitiez ça. Et on se dit, c'est quand même le moment du monde où on est passé en gros d'un espèce de capitalisme à visage un petit peu, pas dire humain, mais enfin en tout cas identifiable, on va dire concret, à justement ce libéralisme boursier, virtuel, le pouvoir aux actionnaires, etc., qu'on ne peut pas identifier. Alors, on s'en aperçoit en lisant le livre, parce que c'est pas que la France, c'est le monde, et c'est justement ça. Et c'est ça qui est intéressant à se rappeler. Comment est-ce que vous qui avez, encore une fois, vous êtes tous les trois arrivés en 1992, donc vous avez aussi créativement et journalistiquement suivi cette évolution-là. Comment est-ce que vos propres enquêtes et vos propres approches ont évolué? Mais comme vous le dites, c'est très difficile aujourd'hui d'identifier ce qu'est le capitalisme. En 92, quand on voulait faire des dessins sur l'économie, on pouvait dessiner des patrons. Il y avait des patrons qui étaient connus. On pouvait dessiner Pierre Soir, qui dirigeait Alcatel. On pouvait dessiner, je sais pas, Jérôme Monod, qui dirigeait la Lyonnaise des Eaux. Aujourd'hui, on ne sait plus qui dirige quoi. Donc c'est toujours difficile de faire des dessins sur l'économie parce qu'on ne sait pas quoi dessiner. C'est devenu impersonnel. La seule chose qu'on peut dessiner sur l'économie, c'est pas les gens qui font l'économie, mais c'est les gens qui la subissent. Ça va être des gens, des SDF, des gens... on dessine les conséquences de l'économie. Mais on n'arrive pas à dessiner, c'est très difficile de matérialiser ce qui produit tout ça. Voilà. En fait, on est aussi un journal très franco-français. On a du mal à extraire notre humour de notre pays d'une certaine manière. Mais c'est assez intéressant de voir à travers ce que vous dites que finalement on traite de l'actualité économique, donc mondiale et mondialiste, à travers uniquement en fait une actualité franco-française. Et effectivement, je rejoins Rhys là-dessus, c'est-à-dire en fait on parle de ce qui nous entoure, et ce qui nous entoure, ce sont les gens qui sont passés de la NPE au Pôle emploi. Une des choses qui a vraiment changé dans Charlie, c'est qu'au début de Charlie on parlait de la NPE et maintenant on parle du Pôle emploi. Les gens qui font la queue sont les mêmes. Ouais. Et est-ce que vos enquêtes, est-ce qu'elles sont plus dures ou plus simples qu'avant? Je pense par exemple au Maigret dans la ville, qui était, c'était vous, Luce, qui aviez été sur place, assisté à moult conseils municipaux à Vitrolles, la ville où Bruno Maigret, puis sa femme surtout, parce que Bruno Maigret ne pouvait pas, était maire. Est-ce que ce genre d'enquête, aujourd'hui, c'est comment vous les faites, ce genre d'enquête sur le terrain là? Je dirais d'une certaine manière, à l'époque, en ce qui me concerne, j'étais un petit peu moins... ma tête était moins connue parce qu'on passait moins à la télé, parce que le moment où on avait passé le plus à la télé, c'est par rapport aux caricatures de Mahomet. Avant, on n'est jamais passé à la télé, on passait dans les procès, on passait dans les tribunaux, etc. Maintenant, pour faire effectivement ce genre de reportage qui est aussi un reportage d'entrisme, c'est un petit peu plus compliqué.
En même temps, il suffit de raser une moustache et puis on va se retrouver à la manif du 18 novembre à Paris ou ailleurs, Civitas ou ailleurs. D'ailleurs, je vous convie aux manifs, à manifester contre les manifs anti-gays qui seront peut-être dans vos villes le 17. Je ne sais pas s'il y a des manifs par chez vous, mais en tout cas, il y aura en tout cas des manifestations de quelques catholicards contre le mariage pour tous. N'hésitez pas à leur montrer votre position, votre présence en fait. Oui, non, c'est ce que dit Luz, mais de toute façon, c'est toujours plus facile. Encore aujourd'hui, on le fait toujours. Au début des années 90, on s'était beaucoup investi dans la lutte contre le Front National, et on allait. Il y avait une pétition, hein, qu'on rappelle d'ailleurs Bernard Maris dans 96. Dans d'ailleurs, avec Mélenchon, qui à l'époque était au Parti Socialiste, avec un syndicat policier qui à l'époque était de gauche. Enfin, avec plein de gens de gauche, on va demander la dissolution. C'était quoi le syndicat? C'était la SGP CUP. Mais le patron de ce syndicat est un peu dérivé à droite, mais bon, en tout cas, on a tenté le coup en 96 de demander la dissolution du Front National, et à chaque fois qu'on en avait l'occasion, Luz donc était allé à Vitrolles, nous, j'avais été dans le train du Front National, on avait infiltré un peu ces manifs et on en rendait compte dans Charlie. Aujourd'hui, on peut encore un peu le faire, mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Mais d'autres que nous y vont encore. Les seuls manifs qui sont plus difficiles à infiltrer, vu nos gueules, c'est les manifs de salafistes. D'une part parce qu'ils ne sont pas très nombreux, et d'autre part, on n'a pas la bonne couleur de barbe. Pourtant, on essaye de se la faire pousser, mais en même temps, on manque de calot. Est-ce que la caricature politique, c'est plus compliqué maintenant qu'avant, ou justement maintenant, vu la multiplication des canaux de télévision, des chaînes, des réseaux sociaux, etc., les politiques s'expriment encore plus qu'avant, encore plus tout le temps, et on les voit encore plus, justement. Alors, les caricaturer, est-ce que c'est en ça plus compliqué ou pas de caricaturer Sarkozy ou Hollande que Mitterrand ou Balladur? Je pense qu'il y a eu je pense que c'est assez con, il y a eu un avant, au niveau de la caricature, il y a eu un avant et un après Sarkozy. Il y a eu un avant Sarkozy dans le sens où il y avait de la caricature politique assez d'une certaine bonne enfant, où on parlait en tout cas de l'essence politique que l'individu voulait porter. Et tout d'un coup, il y a eu ce personnage qui acceptait l'idée d'être lui-même une caricature. Tous les caricaturistes ont parlé de ce truc-là, mais en même temps, maintenant, on se dit qu'un homme politique peut être capable d'être au-delà de nos propres caricatures, et à partir de ce moment-là, il faut être plus vigilant, il faut être quelque part ou plus intelligent, voire peut-être plus intelligent que la vulgarité que la caricature de certains hommes politiques veulent montrer. Brice ? Ce qu'on caricature quand on cherche à caricaturer un homme politique, c'est ses idées. On essaye quand même de faire passer un peu une analyse dans le dessin. Si c'est juste pour dessiner des gros nez et des grandes oreilles, bon, c'est rigolo, mais c'est vrai que du coup, ce qu'on voit à la télé ou sur Internet, ça suffit. Donc on essaye quand même d'avoir un peu une analyse politique qui structure le dessin, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en diriez, Charles ? Rien de plus que ce qui vient d'être dit, mais c'est vrai qu'il y a un avant et un après Sarkozy. Ce que vous disiez aussi avec les réseaux sociaux, la multiplication des interventions des politiques, c'est que plus ils s'expriment, plus ils sont susceptibles de faire une petite phrase, de commettre une petite phrase. Les journalistes sont évidemment à l'affût de ça. Et du coup, plus il y a de petites phrases, plus on se dit qu'ils se caricaturent eux-mêmes et qu'on a plus de difficultés, nous, à trouver le biais pour les attaquer. Donc effectivement, plutôt que de se focaliser sur la petite phrase, on essaye quand même de creuser les idées des uns et des autres. La difficulté aussi, c'est qu'on a un peu l'impression que les clivages gauche-droite se sont un peu émoussés. C'est-à-dire que c'est pas évident, à part peut-être sur certains sujets de société comme le mariage homo ou des choses comme ça. Sur l'économie, on a l'impression que ce qui fait office de gauche gouvernementale, ça se rapproche un peu de la droite traditionnelle. Donc c'est de moins en moins, c'est de plus en plus flou, quoi, sur ce plan-là, quoi. Donc c'est à nous aussi d'essayer de retrouver un peu les fondamentaux de qu'est-ce que c'est que la gauche, qu'est-ce que c'est que la droite. Voilà, en dessin en tous les cas. Alors ici, il se trouve qu'on est dans la région de Chirac et de Hollande, voilà. Donc 2 des 3 derniers présidents. Alors, Hollande a été élu le 8 mai.
après 10 ans de droite, qu'est-ce que ça fait l'élection d'un président revendiqué de la social-démocratie en termes justement, qu'est-ce que ça a amené chez vous? Est-ce que c'est un souffle? Est-ce qu'on se dit, bon, les problèmes arrivent parce qu'on est de gauche et comment enquêter ou comment caricaturer la gauche? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça fait surtout du bien, en tout cas. Ça fait du bien d'avoir d'avoir autre chose à parler que des gesticulations sans intérêt d'un président. Là, tout d'un coup, on a envie d'attendre des véritables propositions. On est à l'affût. On voit que Hollande n'est pas complètement exempt d'un fort libéralisme. Donc, du coup, on attend au tournant. Mais en tout cas, on n'est pas. C'est pas parce qu'on est un dessinateur satirique qu'on échappe à une forme de citoyenneté. C'est pas parce que effectivement on sera beaucoup moins enclin. On aura beaucoup moins de prise avec un président normal plutôt qu'un président hystérique qu'on a l'impression de trahir notre travail. C'est vrai que caricaturer la gauche quand on est soi-même de gauche, c'est un peu gênant. Heureusement, Hollande n'est pas de gauche, donc je peux continuer à faire mon boulot comme avant. Eris, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous comme réflexion, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, il va pas transformer le plomb en or, Hollande, mais bon, il va peut-être éviter de faire des conneries ou des saloperies. Enfin, c'est vrai qu'on est c'était pas le 10 mai 80 la victoire de Hollande, donc c'est une victoire, mais en même temps c'est une victoire un peu, pas dire amère, mais lucide. Et en plus de ça, Hollande est confronté à des choses, comment dire, la situation économique mondiale, la Chine, etc. Enfin, c'est d'une complexité invraisemblable. Je sais pas ce que peut faire Hollande en fait. D'ailleurs, on savait pas trop ce que pouvait faire Sarkozy, à part gesticuler. Mais qu'est-ce que peut faire un président aujourd'hui dans un pays comme la France? Des fois, on se demande, quoi. Il pourrait rejoindre le front de gauche. Oui, pourquoi pas, ouais. Il y a une belle chose dont on s'aperçoit aussi en feuilletant l'album, c'est le changement des dessins. Même en 20 ans, on est passé quand même de dessins, soit on avait des unitaires avec des caricatures ou une phrase mise en scène dans une vignette, soit on avait des strips, donc là vraiment 3 ou 4 vignettes, mais on a eu aussi, alors c'est peut-être donc Bernard qui l'a fait le premier, puis il y en a eu d'autres, on avait des colonnes comme ça, avec des dessins qui se suivaient, il n'y avait pas des cases, et qui en eux racontaient une histoire. Donc on avait une mise en scène complètement différente, et ça, ça apparaît à peu près au milieu de l'album. Et il y a à la fois beaucoup plus de texte, et tout autant de dessins, tout autant d'humour, mais tout autant de sens évidemment, mais ça frappe encore plus. Parce qu'on a l'impression qu'il y a plus de choses. Comment est-ce que vous avez suivi ça, justement, cette évolution de la place du dessin, de l'utilité de l'illustration et de la mise en scène? Enfin, c'est l'apparition de la mise en scène, en fait. Je pense qu'on a tous les trois, en tout cas, on a commencé il y a 20 ans. On a presque commencé en apprentissage. Il y a des gens qui font de l'apprentissage dans les coiffures et puis qui ont des maîtres de coiffeurs, etc. Et nous, on avait des maîtres de dessin, on avait des Cabu, des GB, des Willem. La plupart sont encore là et en même temps, on a commencé avec eux, on a commencé à se construire avec eux. On a aussi commencé à construire d'autres manières de construire notre conscience, d'autres manières de traduire notre dessin. Il n'y avait pas de limite. En même temps, nous, on commençait par le dessin de presse, comme d'autres gens qui sont ici, d'ailleurs, sur le salon, comme Nicolas Pinet commence par le dessin de presse et qui travaillent aussi sur d'autres, ou Catherine, qui ont commencé dans le dessin de presse, qui vont travailler sur d'autres manières de faire. C'est-à-dire, je pense que c'est un cursus classique pour un dessinateur, en tout cas de presse. C'est-à-dire, on parle de ce qui nous énerve et après on l'analyse, et en l'analysant, on trouve d'autres manières de le traduire. Oui, c'est ça. On a quelque chose à raconter. On ne s'est pas dit finalement qu'on allait reproduire les cadres déjà existants. Alors on fait de la bande dessinée quand c'est nécessaire pour notre expression, on fait du dessin de presse quand c'est nécessaire, on fait du strip quand c'est nécessaire, et on fait aussi ces pages sans cases, quelquefois sans bulles ou quelquefois avec énormément de bulles. Et on ne s'est pas dit qu'on allait rentrer dans une école particulière du dessin. Donc
à partir du moment où c'est du dessin, on a le droit de tout faire dans Charlie Hebdo. Il y a aussi du dessin d'illustration dans Charlie Hebdo. Enfin, il y a toutes les formes de dessin qui sont réunies dans un si petit journal finalement. Ouais. Ce qui compte quand on dessine, c'est l'idée. Donc c'est l'idée qui fait que vous allez prendre tel format. C'est l'idée. Vous avez une idée qui nécessite une page, donc vous allez prendre une page. Vous avez une idée qui nécessite une colonne, vous allez prendre une colonne. Donc on a à notre disposition toutes les possibilités de dessiner en fait. Donc, mais ce qui est en amont, c'est de trouver l'idée, la bonne idée, quoi. Et c'est l'idée qui conditionne le résultat en fait. Il y a pas on se dit pas il faut que je fasse un strip ou il faut que je fasse un dessin de telle manière, c'est qu'est-ce que je veux dire. Ça commence toujours par là, le dessin. Et pour finir, chacun de vous trois, quel est le personnage, alors soit réel, une personne, soit un genre de personnage, de caractère, que vous préférez dessiner et mettre en scène? Moi, c'est le français moyen, enfin le français l'anonyme, celui qui à la fois se prend tout sur la gueule et qui à la fois est complice de tout ce qui se prend sur la gueule. Donc c'est le pauvre type, mais pas dans le sens où on a envie de l'accabler encore plus. On a envie de l'aider, mais on n'y arrive pas forcément. Rhys. Je ne sais pas si on a un personnage type. Il y a tellement de personnages intéressants à dessiner. Disons que des fois, on en a marre de dessiner certains types de personnages. Donc, quand on en a marre de dessiner Sarkozy, on dessine, je sais pas, on va en reportage, voir d'autres gens, voir la réalité. Voilà. Donc, c'est plutôt d'essayer de trouver des. C'est pas un personnage type, c'est plutôt c'est que le dessin serve à satisfaire votre curiosité en fait. Voilà. Ça dépend parce qu'il y a des espèces de jouissances graphiques. Moi, je sais que j'ai pris plaisir à un moment donné de dessiner Sarkozy et en même temps j'ai pris énormément de plaisir à le détruire, à arrêter de le dessiner, à faire un travail où j'ai détruit l'ensemble de mes originaux de Sarkozy en les brûlant, il n'y a plus aucun original de Sarkozy de Luz qui existe à part 18. J'ai tout détruit, j'ai tout brûlé, mis dans des mâchés, mis dans des boîtes à papillons, etc. Quand? Après son départ ou... Non, avant, c'était essentiel avant, ouais. Et c'était une véritable jouissance, en tout cas, en fait, de se débarrasser finalement non pas de tout un pan de son travail, mais de tout un pan de sa fascination. C'est assez intéressant d'être fasciné par un personnage comme Sarkozy, mais c'est capital de s'en débarrasser. Très bien, et c'est sur cette notion qu'on conclura cette première table ronde. Parce que donc je rappelle que demain à 18h à l'Espace Gazo, alors toute la rédaction de Charlie Hebdo, du moins je pense une grande partie, sera à l'Espace Gazo, donc demain à 18h où on retrouvera Charles et Luz et malheureusement pas Driss. Donc si vous voulez profiter de Driss, c'est le moment, demain soir il sera plus là. Voilà, je crois que vous pouvez applaudir toute l'équipe de Charlie Hebdo, en tous les cas ceux qui se sont déplacés cet après-midi sur ce forum des lecteurs. Merci à vous, bonne foire du livre et bon anniversaire à nouveau donc à Charlie Hebdo. On vous donne rendez-vous ici à partir de 17h15 pour les forums France Bleu Limousin en compagnie de Christophe Tastet. Donc 17h15, nouveau forum avec France Bleu Limousin. Retrouvez cette émission sur le site www.corestelevision.fr. Corrèze Télévision.